Bonjour à tous, parlons d'Europe avec la Maison de l'Europe de Tours, centre d'information Europe Direct. Donc je reçois aujourd'hui Pierre-Yves Monjal. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Christine. Merci d'être à nouveau avec moi pour cette émission. Vous êtes professeur de droit de l'Union européenne à l'Université François Rabelais. Et aujourd'hui, nous allons aborder un domaine un peu technique, mais important, qui est ce qu'on appelle le plan Juncker. Alors en fait, il y a, pour que ça soit bien clair pour nos auditeurs, il y a deux éléments différents. Il y a le plan Juncker, ce qu'on appelait le plan Juncker, qui était un plan d'investissement. On va peut-être en dire un mot. Et puis aujourd'hui, et on refera sans doute d'ailleurs une émission consacrée à ça. Et puis aujourd'hui, on voulait surtout mettre l'accent sur le livre blanc post-Brexit sur l'avenir de l'Union européenne. Alors, il me semble que c'était un peu ça. Donc, un petit mot d'abord sur le plan d'investissement, pour le présenter. Est-ce que vous pouvez nous le dire un petit peu concrètement ce que c'est ? Oui, c'est très simple à comprendre, le plan Juncker, mais il faudrait y consacrer une émission entière, je crois peut-être même deux d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et pour une fois que nous avons un plan européen qui, je crois, fonctionne, y compris en France, on pourra citer quelques exemples. C'est un petit peu regrettable qu'il n'y ait pas plus de communication faite autour de cela et de présentation un peu positive de l'Europe pour une fois sur ce sujet. Alors, c'est quoi le plan Juncker ? C'est un plan d'investissement de plus de 300 milliards d'euros, 315 milliards d'euros pour la période 2014-2017. Donc on est en plein dedans. Au fond, l'Union européenne injecte 315 milliards d'euros de liquidités dans les économies des États membres. Bon. L'idée, c'est de mettre en place un cofinancement des investissements, et on connaît la règle en matière de cofinancement public. Lorsque l'on met lorsque l'Union européenne met 1, par exemple, nous avons un effet multiplicateur qui conduit à ce que l'investissement aboutisse à 3. Donc il y a toujours cette idée que plus on met de l'argent à un moment donné, plus les États vont investir, cofinancer et permettre le développement économique. Alors le plan Juncker, c'est ça, c'est de permettre d'injecter 315 milliards d'euros en espérant peut-être qu'il y aura 1000 milliards d'euros d'investissement. Ce qui était d'ailleurs le but au départ. Ce qui était le but au départ d'ailleurs, ce qui est quand même considérable. Et sur des projets importants, les transports, les hautes technologies, l'environnement notamment, mais également des dispositifs pour les petites entreprises. Bon, on passera en revue les différents secteurs. Mais c'est un programme extrêmement ambitieux et qui montre que l'Europe l'Union européenne peut aussi investir et aider au développement économique. Et qui est un succès quand même. Quand on lit les Échos du mois de mars, plusieurs articles des Échos montrent à quel point il faut lire les Échos. Oui, je crois. C'est comme sans vouloir leur faire de la pub particulière. Non, c'est pas faire de la publicité. Enfin, quand même, c'est eux qui... C'est le seul journal économique qui, je crois, objectivement présente de manière très, 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 très claire, basique, les chiffres, et passe en revue précisément les effets très concrets de ce plan Juncker. Effectivement, vous faites référence au numéro de mars, j'ai parcouru aussi, où il y a quand même des points extrêmement intéressants à faire ressortir. Alors, on reviendra sur ce plan d'investissement, parce qu'effectivement, c'est une réussite de l'Union en ce moment, et donc ça vaudra le coup d'en faire une émission, au moins. Et puis, on va peut-être passer à ce qu'on appelle aussi le plan Juncker, alors que ce n'est pas tout à fait le titre officiel. Qui évidemment est le coup de tonnerre qu'a été l'annonce du Brexit. C'est ça. Et comment voit-on l'avenir à 27 ? Alors on peut effectivement l'appeler le plan Juncker numéro 2 ou bis, même si en réalité ce plan en question, qui est un plan de relance de l'Union européenne à 27, c'est-à-dire sans le Royaume-Uni. Donc on est toujours ici dans les conséquences de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et la question au fond que se pose Juncker, le président de la Commission européenne, qu'est-ce que l'on peut faire désormais à 27 sans le Royaume-Uni, premièrement, et deuxièmement, doit-on tirer un certain nombre de conséquences institutionnelles, politiques, juridiques de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Bon. Donc en réalité, qu'on peut appeler ce plan Juncker, qui date d'ailleurs du 1er mars 2017, qui est quand même très récent, a pris la forme de ce qu'on appelle un livre blanc. Ce qu'on appelle les livres blancs de la Commission, ce sont généralement l'exposition des réflexions de la Commission européenne qui annoncent un certain nombre de propositions sur n'importe quel sujet. Et ici, sur un sujet qui est fondamental, qui est la relance de l'Union européenne, exactement, de l'Union européenne à 27. Alors, donc ce livre blanc là sur
la relance de l'UE, qui a été adoptée le 1er mars 2000, soulignons-le, a été quand même rédigée de manière un petit peu secrète par Juncker tout seul. On n'en parle pas beaucoup. Hein. Non, on n'en parle pas beaucoup. Seul. C'est Juncker tout seul. Les autres commissaires n'ont pas tellement été associés. D'ailleurs, ils ont été mis un petit peu devant le fait accompli. Alors, il y a marqué livre blanc de la Commission. Non, c'est le livre blanc de Juncker, véritablement. Juncker, oui. Voilà. C'est pour ça qu'on peut parler d'un plan Juncker, voilà, en fait. D'un plan Juncker. D'accord. Et finalement, de temps en temps, quand il y a un homme qui décide, qui propose, c'est pas si mal. Ça permet de à 27, visualiser. On perd quand même un temps fou. On perd un temps fou. Donc, il a proposé ce livre blanc, et avec l'aide de Martin Selmayr, qui est son chef de cabinet, qui a une très très forte influence sur Juncker au passage. Donc ces deux-là, Selmayr et puis Juncker, ont travaillé d'arrache-pied pour proposer aux 27 États, donc sans le Royaume-Uni, un plan de relance. Alors comment il s'articule ce plan ? Voilà, c'est ça qui est très intéressant. C'est très simple. D'abord un constat. Un constat, c'est qu'il y a 60 ans, on signait un traité mettant en place la communauté économique européenne. Nous sommes 60 ans plus tard, le Royaume-Uni sort du dispositif. Est-ce que l'Europe s'arrête ou est-ce qu'elle continue ? Évidemment, et de manière attendue, Juncker propose une continuation du projet européen. Mais alors, si on continue, comment on continue? Et c'est là où Juncker propose 5 pistes, 5 scénarios. Alors, qui ne sont pas des propositions très originales. De ce point de vue-là, le plan Juncker, entre guillemets, ce livre blanc, est un petit peu décevant, mais en même temps, il y a la contrainte du nombre. Il faut aussi composer avec, je dirais, la réalité de cette Union européenne à 27. On ne peut pas non plus envisager des scénarios complètement fous. Alors, les 5 pistes sont les suivantes, et encore une fois, ce sont des pistes qu'on a régulièrement rencontrées à différents moments de la construction européenne, alors notamment à partir de Maastricht, à partir de Nice, etc. Alors, première hypothèse, on ne change rien. On ne change rien. Le Royaume continue à 27, on garde le traité de Lisbonne, les Britanniques sont sortis. Bon, première hypothèse. Après tout, pourquoi pas? Cette Europe fonctionne mal, mais elle fonctionne. Oui. Deuxième hypothèse, moi qui je trouve est très intéressante, mais on pourra peut-être le développer plus tard, c'est recentrer, si tant est que c'est un sens ce mot, la construction européenne sur son cœur de métier, qui est le marché intérieur. C'est-à-dire réactiver, reconsolider toutes les problématiques, toutes les questions liées au marché intérieur. Libre circulation des marchandises, des personnes, des capitaux, des services, et continuer sans relâche ce qui a été initié en 1957, parce que fondamentalement, l'Union européenne, c'est d'abord son marché intérieur. Bon, c'est une deuxième piste. Troisième piste, c'est revenir à l'histoire, vraiment au cœur économique, au cœur nucléaire du projet communautaire. Troisième piste, c'est multiplier, c'est formulé d'ailleurs ainsi, ce qu'on appelle les coopérations renforcées dans tous les domaines de l'Union européenne. Alors, les coopérations renforcées, c'est quoi? C'est prévu à l'article 20 du traité sur l'Union européenne. C'est la possibilité qui est offerte à 9 États, un tiers des États, d'aller plus loin sur un domaine ensemble, précis. Sur un domaine précis, parce que cette minorité d'États veut enclencher un processus d'intégration, parce que les États sont prêts, et que tout le monde n'est pas prêt. Oui. Donc on est ici dans cette logique de géométrie variable, comme on dit, alors ce qui, juridiquement, pose des complications. Quelques problèmes, oui. Actuellement, il y a eu 3 coopérations renforcées qui ont été mises en place, une sur le divorce, une sur le brevet européen, une sur la taxe sur les transactions financières. Le nombre d'États n'est pas toujours le même, et on a des dispositifs juridiques qui se superposent, qui se chevauchent. Alors, c'est un régal pour le juriste, croyez-moi, mais pour le citoyen lambda, et même pour les États, c'est quand même une affaire complexe. C'est très complexe. Mais c'est une piste. Et le traité le prévoit, donc c'est une possibilité. Mais il faudrait peut-être qu'il y ait un élan politique plus important. Quatrième piste, et là, il n'y a pas beaucoup d'exemples. Juncker propose que les États, ou que l'Union européenne plus précisément, se concentre sur quelques domaines prioritaires. Alors le problème, c'est qu'il ne donne pas une liste de domaines prioritaires.
Ce serait aux États de définir ces domaines prioritaires. Alors on est sur les hautes technologies, on est sur l'Internet de la 4e ou 5e génération, on est sur des schémas comme les voitures sans conducteur. Bon, alors, c'est un peu décevant quand c'est même. très décevant, c'est très anecdotique. La construction construction européenne, c'est pas des voitures sans chauffeur. Bah oui, donc, alors ce sont des illustrations, bien entendu, mais là on est peut-être sur le scénario. On aurait attendu la défense, on aurait attendu l'agriculture qui n'est jamais citée d'ailleurs au passage. L'éducation, pourquoi pas. L'euro qui est simplement évoqué, mais de manière un petit peu transparente, mais pas de manière centrale. D'ailleurs, c'est assez étonnant. Bon. Et puis enfin, alors là, c'est une marotte, si vous voulez, mais il faut bien préserver ce qui fait l'originalité du projet européen depuis la déclaration Schuman de 1950. C'est sa dernière piste. Juncker le formule ainsi dans son livre blanc, effectuer un saut fédéral. Bon, moi personnellement, je trouve que c'est une expression qui est assez compliquée, qui n'a pas beaucoup de sens. Ça veut dire quoi un saut fédéral ? Est-ce que l'Union européenne devient une fédération, mais au sens d'État fédéral ? Je crois que ça n'a aucun sens. Est-ce que ça signifie que l'on renforce davantage encore les mécanismes d'intégration ? Mais ils existent déjà, l'Europe est déjà un système fédératif en soi. Cette expression me paraît assez curieuse. Ou alors, est-ce que ça signifie politiquement qu'il faut que les États renoncent encore plus à leur souveraineté, je n'aime pas tellement cette expression non plus, mais consentent à des transferts de compétences peut-être dans des domaines plus cruciaux. Alors, il y a déjà la monnaie, alors peut-être sur les questions budgétaires, c'est peut-être ça le saut fédéral auquel ils pensent. C'est un petit peu vague, cette expression. Parce que politiquement, on a l'impression qu'il n'y a rien. Politiquement, il n'y a rien. Et c'est un peu triste quand même, parce que finalement, je suis assez d'accord avec vous. ça manque, c'est ce qui nous manque en Europe. Mais je crois que vous résumez parfaitement le sujet. Moi, j'ai lu cette communication comme cela. Ce sont des solutions techniques. Ce sont des solutions techniques, mais on cherche en vain le projet politique. Alors on peut le trouver dans le saut fédéral, mais c'est formulé d'une manière tellement étonnante que je ne vois pas trop ce que ça veut dire. Mais il n'y a pas cet élan politique. Et je crois que le plan Juncker a été un petit peu, a été reçu avec une forme de scepticisme, je pense, peut-être avec beaucoup de déception, parce qu'il n'y a pas d'élan. Il n'y a pas d'élan, oui, à proprement parler. Or, c'est ça dont on a besoin. Et c'est ça dont on a besoin. C'est ça dont on a besoin. Mais dans le même temps, Juncker, le président de la Commission européenne, se retrouve confronté devant 27 États, États souverains. Et ce n'est pas si simple que de proposer aux États qui sont souverains, des solutions politiques. Les solutions politiques doivent venir d'eux, je pense. Et donc Juncker ne peut, au fond, en tant que président de la Commission, ne proposer que des solutions techniques, d'une certaine manière. Mais, il ne faut pas s'y tromper, derrière la solution technique, il y a évidemment l'accord politique qui doit être trouvé, qui est nécessaire, bien entendu. Eh bien, ça sera notre mot de la fin. Merci beaucoup, Pierre-Yves Monjal, pour cette explication. Et puis, à très bientôt, de toute manière, pour une nouvelle émission. Bonne semaine à tous. Au revoir.